Si on veut régler les injustices sociales, il faut qu'on s'en prenne à leur cause. Bonjour Étienne, Salut merci Marc. de nous recevoir Avec plaisir. pour cette interview en pleine effervescence citoyenne. Tu es assez bien reconnu en ce moment pour tes idées sur le RIC. Depuis un petit moment, tu dénonces l'arnaque du système représentatif électoral comme étant antidémocratique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, dans ce mouvement, te semble être une chance inespérée pour la démocratie ? De mon point de vue, qui réfléchit au processus constituant populaire qui me paraît nécessaire pour qu'on s'émancipe des riches du moment, de mon point de vue, les Gilets jaunes sont en train de faire ce que toute la société devrait faire. Ils sortent dans la rue, excédés par les difficultés à vivre, l'injustice, les inégalités, mais les inégalités hurlantes, même pas criantes, leur difficulté à vivre, malgré le fait qu'ils travaillent, ils se donnent du mal, alors qu'ils voient que les nantis se goinfrent à rien faire. Et puis ça devient vraiment insupportable, donc ils sortent de chez eux, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et ils ouvrent les péages, c'est-à-dire qu'ils nous rendent les autoroutes qui nous appartiennent, que nos gouvernants, des traîtres, nous ont volés et ont bradé à vil prix à leurs copains riches qui les avaient fait élire. Mais ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est qu'après même pas 15 jours, ou d'une dizaine de jours, je crois, ils ont établi une liste de leurs revendications dans laquelle on trouve plein de points législatifs. La suppression du CICE, la suppression des taxes sur le carburant, le SMIC à 1300. Et dans leur liste, je vois apparaître le référendum d'initiative citoyenne. Et en quoi ça se démarque du reste ? C'est inespéré. Je n'ai pas percuté tout de suite sur ce mouvement, parce que les causes étaient si superficielles que je ne voyais pas ce qu'on allait pouvoir tirer de ça, quoi, hein. Des gens qui sortent pour quelques centimes d'euros sur le prix de l'essence. On comprend leur douleur, mais c'est tellement superficiel, tellement dérisoire par rapport à l'ensemble de l'oppression que j'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Mais quand j'ai vu la liste des revendications et ce RIC au milieu, je dis mais là ils sont en train de se transformer, c'est une revendication constituante. Le référendum d'initiative citoyenne, ça n'est pas la loi que je veux, c'est quel rôle est-ce que je veux jouer dans l'élaboration de la loi, de toutes les lois. C'est extrêmement différent. Si on veut régler les injustices sociales, peut-être pas toutes, mais presque toutes, beaucoup d'injustices sociales, il faut qu'on s'en prenne à leur cause. Or, leur cause, pour ma part, je l'analyse dans l'impuissance populaire. L'impuissance politique du peuple l'empêche de se battre contre les injustices. Et le référendum d'initiative populaire permet, à notre propre initiative, sur les questions qui nous intéressent, donc précisément sur les injustices, sur les principaux dysfonctionnements de la société, nous permet de prendre la main en posant la question. Un petit nombre de citoyens peut poser, mais peut-être même un citoyen, peut poser la question à tous les autres citoyens, des millions, en disant est-ce que vous ne trouvez pas ça important ? Est-ce que vous ne considérez pas qu'on devrait faire ça ? Et si le peuple répond à cette question favorablement, le référendum devient une loi supérieure à toutes les autres, sans que les autres pouvoirs puissent se mettre en travers. Alors, si vous faites un faux référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire s'il est écrit par des élus, bien sûr, les élus vont se ménager des tas de possibilités de se mettre en travers des référendums qui les gênent. Mais si c'est nous qui l'écrivons, on ne va pas mettre ces garde-fous. Les fous, c'est nous. On ne va pas mettre les limitations importantes qu'on trouve dans tous les référendums d'initiative populaire du monde. Il y a pas mal de pays qui ont, je ne sais pas combien exactement, mais il y a plus de 10 pays au monde qui ont le référendum d'initiative populaire.
il y a, je crois, la moitié des États-Unis d'Amérique ont un type de référendum d'initiative populaire qui est le référendum révocatoire. Ils appellent ça le recall, le RECA2L. Ça permet de ramener chez lui un élu et en mettre un autre à la place. Mais aucun de ces référendums d'initiative citoyenne, populaire c'est pareil, n'est en toute matière et sans garde-fou. Et il me semble que c'est à nous de décider ça. Ce n'est pas aux élus de décider ça, ils n'écriront jamais un vrai RIC. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, depuis, donc ça c'est quand j'ai percuté, et j'ai écrit, vous devriez mettre le RIC en, c'est pas en bonne place, c'est en place unique dans votre liste de revendications, parce que le RIC, il va vous permettre de décider vous-même dès 40 points. Donc, comme vous êtes mis au-dessus et que vous instituez votre puissance populaire, cette institution va vous permettre d'accéder à tout le reste. Je vois plein d'avantages au fait de mettre le RIC unique. D'abord, c'est de nous concentrer. Moi, je me sens comme les gilets jaunes. Je ne suis pas pauvre comme eux, mais je suis menacé de le devenir, je vais être retraité. Et nous sommes tous menacés de devenir des gilets jaunes, parce que la tendance est à l'écrassement de la société par les riches. Les riches ont mis en place des siphons à pognon colossaux, un racket de la société. Il faut en chercher les causes. On peut pas, enfin, c'est inutile de se battre contre les conséquences. Et donc, dans un premier temps, je disais, alors, le RIC unique, comme unique revendication, va nous permettre de nous concentrer sur quelque chose de simple et puissant. Et si on se concentre, on aura plus de chances d'y accéder. Et puis, ils vont avoir beaucoup plus de mal à nous le refuser sans le dire. Si le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est perdu dans une liste de 40, il suffit de nous donner 2 plats de lentilles, de prendre 2 autres revendications beaucoup moins difficiles à satisfaire, et puis ils ne vont pas nous donner le RIC, évidemment, puisque eux ils savent bien que c'est très important. Et par contre, ils ne vont même pas avoir besoin d'argumenter, en disant pourquoi ils ne donnent pas le RIC. Je dis, arrêtez, vous avez eu ce que vous vouliez, parlons d'autre chose. Alors que si on se concentre sur uniquement le référendum d'initiative citoyenne, on va mieux se concentrer nous-mêmes dans notre tête, on va mieux être le vecteur de la généralisation de cette idée, parce qu'elle est facile à reproduire, tout le monde la comprend à toute vitesse, et nos adversaires, c'est-à-dire les voleurs de pouvoir, hein, les élus, c'est-à-dire les ennemis du peuple, hein, des gens qui sont en train de détruire la sécurité sociale, ils ont déjà détruit le droit du travail, enfin c'est vraiment les élus, la majorité, hein, je ne parle pas de tous les élus minoritaires, ils font ce qu'ils peuvent, mais les élus majoritaires, c'est vraiment des ennemis du peuple. Hein. Ils ne pourront pas argumenter, ce sera beaucoup plus difficile d'argumenter contre le référendum d'initiative populaire. Quand ils vont argumenter contre le référendum, ils vont vous agiter le risque de rétablissement de la peine de mort et autres chiffons rouges et épouvantails classiques. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Qu'est-ce qu'on répond ? Mais qui suis-je pour dire mais le peuple ne peut pas voter ça ? De quelle autorité, avec quelle légitimité, morale ou autre, puis-je dire bon, le peuple, il va avoir le référendum de sa propre initiative, c'est-à-dire qu'il va redevenir le souverain, mais sur tel et tel sujet, il ne sera pas souverain. Mais qui, quelle personne ou quel groupe a la légitimité de dire sur ce point-là, le peuple ne sera pas souverain ? C'est indéfendable. Voilà, c'est juste indéfendable. Donc ce n'est pas une question... Alors après ça, en plus je dis c'est des chiffons rouges et des épouvantails parce qu'on nous prédit que si on donne le pouvoir au peuple, il va rétablir la peine de mort. Or, en Suisse, ils viennent d'avoir un référendum sur la peine de mort et on leur prédisait qu'ils allaient rétablir la... Mais pas du tout, ils ne l'ont pas rétabli, ils ont confirmé le fait qu'ils ne voulaient pas de la peine de mort. Est-ce que le RIC pourrait être fragilisé dans le système, dans le contexte actuel médiatique ? Ah bah oui, bien sûr. Oui, il est même très dangereux. Est-ce qu'il doit être accompagné d'une refonte ? Oui, il doit être accompagné. Alors, pas totale de la Constitution, parce qu'on pourrait imaginer l'introduction du référendum d'initiative populaire et du contrôle des médias, c'est-à-dire qu'il faut garantir que les médias ne puissent pas être achetés par les 9 personnes les plus riches, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Hein. Donc il y a sûrement un article complémentaire du RIC, mais ça c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont y réfléchir, et je suis sûr qu'ils vont y arriver naturellement. Il n'y a pas besoin de leur dire.
dans tous nos ateliers constituants, quand on réfléchit au RIC, donc on l'écrit, on s'entraîne à l'écrire, dans tous les groupes, quelle que soit leur composition, jeunes, vieux, riches, pauvres, gauche, droite, tout le monde, en même temps, le RIC c'est la première marche, mais tout de suite après, il y a l'indépendance des médias, c'est-à-dire par exemple un article qui dit tous les médias, journaux, radio, télé, appartiennent à leurs journalistes du moment. Et donc ça peut pas. Et donc on peut mettre un autre alinéa pour confirmer, marquer le coup. Aucune personne, physique ou morale, ne peut acheter un média. Et donc ça c'est pas le écrit, ça fait 2 lignes. Hein. Et puis vous pouvez réfléchir, vous l'écrirez autrement. Hein, là je vous le dis comme ça me vient, mais en réfléchissant, on va formuler autrement. La capacité des riches, mais oui, bien sûr. Qu'on les classe possédantes. Eh bien oui, bien sûr. Pourquoi les banques achètent tous les journaux du pays? Pourquoi le Crédit Mutuel a acheté le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pas rentable en plus. C'est pas rentable, ils perdent de l'argent. Donc c'est juste pour gagner les élections et ensuite que soit menée une politique qui leur soit favorable et qui est contraire à l'intérêt général. Donc c'est tout à fait contraire au bien commun tout ça. Donc au début je pensais qu'il y avait vraiment de très bonnes raisons de mettre uniquement le référendum d'initiative populaire pour être sûr de l'avoir. Et puis en réfléchissant, je prends en compte le fait qu'il y a une urgence sociale de grande pauvreté, de difficulté à vivre, qui peut être réglée en même temps pratiquement sans affaiblir cette idée de priorité. On peut mettre non pas une, mais 2 idées, 2 revendications. Une qui règle l'urgence sociale en donnant de l'argent aux pauvres, parce qu'il y en a marre, quoi, hein, et puis parce que cet argent-là, il va être redistribué, il va circuler et il va contribuer très activement à la prospérité. Quand vous donnez de l'argent aux pauvres, ils le dépensent. Alors que quand vous donnez de l'argent aux ultra-riches, ils ont satisfait tous leurs besoins, ils ne dépensent pas, ils gardent l'argent. Et ce qu'ils font avec cet argent, c'est qu'ils le placent. Mais placer, ce n'est pas consommer. Placer, ça veut dire prêter, il faudra lui rendre, et avec un intérêt. Donc en fait, l'argent que vous donnez à un ultra-riche, il est perdu pour la société. C'est du gaspillage. Cet argent-là, il va même amplifier le siphon à pognon qui va vers les riches, et tout cet argent manque aux pauvres. Il faut arrêter de donner de l'argent aux riches, ça ne sert à rien. La société perd cet argent. Par contre, le peu d'argent que vous donnerez aux pauvres, et même si vous leur donnez beaucoup, encore plus, le peu d'argent que vous donnez aux pauvres, ils le dépenseront et il va circuler. Cet argent va circuler et resservir à d'autres échanges économiques, il va permettre l'activité économique. Dans l'économie réelle. Et alors, qu'est-ce que ça peut être cette deuxième revendication des Gilets jaunes qui réglerait le plus gros de l'urgence sociale? Eh bien, ça pourrait être... Alors, je pensais d'abord augmenter le SMIC très substantiellement, le SMIC et les allocations de retraite, les pensions. Puis en fait, je me suis aperçu quand même en réfléchissant que beaucoup de petites entreprises ne seraient pas capables de supporter l'augmentation du SMIC comme ça. On est en libre-échange, on est mis en concurrence par les traîtres qui nous gouvernent, en concurrence avec des pays esclavagistes, ceux qui tirent fort tous les salaires vers le bas, et ce qui met une pression terrible sur les petites entreprises qui ont de moins en moins de marge, qui sont obligées de tirer les salaires vers le bas pour essayer de se battre. Mais c'est perdu d'avance. Hein. En Chine, ils sont payés $2 par jour. On peut pas suivre. Il faut trouver autre chose que l'augmentation du SMIC. Et il me semble que la diminution, alors c'est là où j'en suis, mais c'est à eux de réfléchir. À eux de réfléchir quelle est la mesure qui va aider tout le monde. Or, là, on en a trouvé une qui est pas mal, là, sur un des ronds-points. C'est la TVA, les taxes et la TVA à zéro taxe sur tous les produits de première nécessité. C'est ce que réclamait Robespierre, d'ailleurs, hein, en fixant les prix des produits de première nécessité pour éviter l'inflation. On pourrait fixer, d'ailleurs, ces prix. Hein. Non seulement on ne met pas d'impôts et de taxes, mais en plus on pourrait les fixer administrativement en disant maintenant, parce qu'il y a un risque que les grandes surfaces et les producteurs en profitent de cette baisse de la TVA sur les produits de première nécessité pour augmenter leur prix, pour que ça reste le même prix, mais qu'en fait ils se goinfrent de l'équivalent de la taxe. Donc il pourrait y avoir un organisme comme 60 millions de consommateurs ou des comités de vigilance où l'État lui-même pourrait surveiller et interdire en fait les hausses de prix sur ces produits de première nécessité. Et ce serait aux Gilets jaunes
Et dans mon esprit, c'est toute la société, ça. Hein. C'est les avant-coureurs, c'est les pionniers, mais toute la société devrait faire comme eux. Pensez à la liste des produits de première nécessité, alors qu'il n'y a pas les ordinateurs là-dedans. Hein. C'est l'alimentation, ça à eux de réfléchir. Hein. Peut-être l'alimentation, l'énergie, l'eau, le logement, il ne faut pas qu'il y ait de taxes sur les logements. Là, on est sur un l'habillement, de sécurité. Les médicaments aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on arriverait à, en baissant le prix des produits, c'est comme si on gagnait plus d'argent. Donc ça va être une bouffée d'oxygène temporaire, mais urgente. Et c'est-à-dire ce serait financé très facilement, parce que si vous passez la TVA sur les yachts, sur les bagnoles de luxe, sur tous les produits de luxe insensés, des richissimes, vous doublez, vous la passez à 100 ou 200 ou 300% la taxe sur les yachts. Ben, vous allez financer largement votre passage à zéro, parce qu'elle est déjà à 0,5, hein, la TVA sur les produits alimentaires. Donc là, ça ne baissera pas beaucoup, hein, ça baissera un peu, mais il y a plein d'autres produits, les produits d'habillement, en fait, tout ce que consomme une famille qui n'est pas riche, il faut qu'ils en fassent la liste, et leur revendication serait, on veut supprimer toutes les taxes et les impôts, et l'essence, hein, et les péages. Les péages, il faudrait qu'ils soient gratuits. Hein. Les parkings, enfin tout ce qui est nécessaire pour travailler. Quoi, hein. Bref, c'est à eux d'établir la liste. Et il y aurait donc 2 revendications. Pour être sûr de les avoir, il vaut mieux en avoir peu. Quand on multiplie, c'est quelque chose de très intéressant, la liste qu'ils ont faite, parce que ça montre leur générosité, leur clairvoyance. Ils voient très bien les problèmes qu'ils ont, et qui ne sont pas vraiment des problèmes, puisqu'il y a des solutions. Par contre, on a un fichu problème technique. Nous sommes impuissants à écrire nous-mêmes les lois dont nous avons besoin. Donc notre problème, il n'est pas technique. Notre problème, ce n'est même pas un problème de personne, on a un problème politique. Nous n'avons pas les institutions de notre puissance politique. Et donc l'idée, c'est de les écrire nous-mêmes. Faire une liste, établir une liste de revendications de niveau législatif, c'est une pomme de discorde. Et au contraire, quand on cherche et quand on trouve une cause commune, vraiment commune, et puissante, hein, radicale, elle va tout changer. Le référendum d'initiative populaire, en toute matière, écrit par nous, pas écrit par les élus, hein, écrit par nous, et imposé aux élus, on exige qu'ils écrivent, qu'ils transposent le texte que nous avons écrit dans notre Constitution, ça va régler de façon durable et puissante chacun de nos problèmes. Donc c'est facile d'en faire un sujet de concorde. Et je trouve que le risque de division est beaucoup moins fort en se concentrant sur l'essentiel. Est-ce que tout le monde a besoin de participer au processus constituant Est-ce que c'est le moment Tout le monde n'a pas besoin de participer au processus constituant. Mais ce qu'il faut, c'est que ceux qui participent au processus constituant ne soient pas des professionnels de la politique. Parce que le problème des humains, c'est ça. C'est que, n'ayant pas envie de faire de la politique, ça c'est un des drames de l'humanité, hein, les humains veulent être protégés, vivre en paix, mais ils ne veulent pas se donner les moyens de ça, donc ils ne veulent pas faire de politique. Les humains n'aspirent qu'à une chose, en fait, c'est à être représentés. La plupart des humains, sauf peut-être parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont un peu égoïstes, parce qu'ils ont autre chose à foutre, parce qu'ils sont en survie. Il y a aussi ceux qui sont... Et puis parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Voilà, oui, tout à fait. Ça fait partie des explications pour beaucoup de personnes qui se disent « j'y arriverai jamais, je ne l'ai jamais fait, j'y comprends rien ». Oui, tout à fait. Mais c'est un mélange de tout ça. Dans la conférence que tu as faite, et c'est dommage parce que ça n'a duré qu'une seconde, c'était à titre d'exemple, tu as montré à l'audience la facilité avec laquelle on pouvait tous devenir constituants en prenant la Constitution, et tu as commencé à barrer dans l'article 3 ce qui concerne la représentation. Oui. Ça paraît simple. Oui, c'est simple. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et puis c'est pas si compliqué à envisager. Oui, tout à fait. C'est une impression de complexité qu'ils ont parce que quand ils lisent la Constitution c'est un texte qu'on peut se procurer qui vaut 4 € chez Dalloz. C'est une fausse constitution. Hein. Elle se dit constitution. Une constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais celle-là, elle n'est pas une protection, c'est une prison. Nous n'existons pas là-dedans. Est-ce que tu suggères qu'on l'utilise quand même comme point de départ ? Comme point de départ pour voir notre absence
Est-ce qu'il faut regarder? Alors, il n'est écrit nulle part, le peuple n'a aucun pouvoir. C'est pas écrit comme ça. C'est un peu plus compliqué. En fait, ce qui organise notre impuissance, c'est une absence. C'est parce qu'on n'y est pas que nous n'avons aucun pouvoir. Parce que c'est là que se déterminent les pouvoirs. Et là, nous n'y sommes pas. Mais nous n'y sommes pas parce qu'on s'est désintéressé de son écriture. Nous avons laissé les représentants, les professionnels de la politique, écrire les règles de la représentation. À mon avis, c'est le problème de l'humanité, ça. Le jour où les humains auront compris que, tout paresseux qu'ils soient, s'ils veulent pouvoir continuer à être paresseux en matière politique, parce que je sais bien qu'ils ne sont pas paresseux ailleurs, mais ils démissionnent de la politique, ils sont dégoûtés de la politique. En voyant l'exemple des politiciens, ils sont dégoûtés. Eh bien, tout dégoûté qu'ils soient de la politique, il faut qu'ils en fassent un peu pour régler, pour fixer les termes de la représentation. Comment je désigne mes acteurs? Quel mandat je leur donne? Est-ce que les acteurs politiques que j'ai élus ou tirés au sort, est-ce que ces acteurs, je leur donne le mandat de tout décider à ma place, comme aujourd'hui, ou bien est-ce que je leur donne le mandat de préparer les décisions, sachant que c'est moi qui, ensuite, le peuple, qui vais les voter? Est-ce qu'il est mon maître, est-ce qu'il est mon serviteur dans le mandat? Comment je le contrôle au quotidien, pendant la représentation? Et comment, quand je m'aperçois qu'il me représente mal, comment je le révoque? Comment je le rappelle pour en mettre un autre à la place? Donc cette réflexion-là, elle est complètement première, essentielle, fondamentale, fondatrice. Or, les Gilets jaunes travaillent remarquablement là-dessus. Ils sont sur ce point, parce que comme ils commencent par une grande méfiance des représentants, ils ne veulent pas être représentés, et donc il va falloir qu'ils commencent par ça, il va falloir qu'ils commencent par dire comment ils vont être représentés. Pourtant, le RIC n'a rien à voir avec la Constitution. Il pourrait engendrer un... Comment ça n'a rien à voir avec la Constitution? Le RIC, pour l'instant, ne serait qu'un outil législatif. Non, le RIC, c'est un outil constituant. Il ne modifie pas la Constitution de fond en comble. Il rajoute un élément. Oui, mais c'est un outil constituant. Le RIC est un outil qui ne dit pas la loi qu'on veut, qui ne dit pas je veux cette loi, je veux cette loi. Quand on dit je veux le RIC, on dit pas je veux tel type de loi. On dit je veux voilà le rôle que je veux jouer dans l'élaboration de toutes les lois. Donc le RIC, l'institution du RIC, les 2 lignes ou les 5 lignes qui décrivent le RIC et ses modalités vont être incorporées dans la Constitution. Oui, mais donc c'est constituant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je voulais dire, je l'ai mal formulé, c'est-à-dire il ne transforme pas de A à Z la Constitution. Ah oui, on peut garder la Constitution à quelques détails près, inchangée, et c'était comme un antidote démocratique à l'intérieur d'un système de domination. Donc en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que le RIC est une finalité pour nous? Non, non, c'est qu'un outil, et c'est un outil absolument décisif. Est-ce qu'on doit le dépasser une fois que le RIC... Oui, on va le dépasser sûrement. C'est pas qu'on doit, c'est qu'en y réfléchissant, nous tous, on ne s'y arrête pas. On avance. Et comme tu disais tout à l'heure, on va réfléchir en plus aux médias, qu'il faut rendre indépendants des riches, parce que le référendum va consulter notre opinion, va nous demander quelle est notre opinion. Et donc très important que l'opinion soit éclairée, et bien éclairée, en voyant bien tous les avis contradictoires sur une question, avec une mise en scène des conflits, où nous verrions toutes les controverses pour savoir de quoi il en est, comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc il nous faut des médias indépendants des riches, notre opinion ne soit pas intoxiquée. Manipulée. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'ensuite, si vous voulez, le RIC, c'est une première marche vers une activité intellectuelle constituante des Gilets jaunes et puis de la société, si elle les suit. Et donc, bien sûr, une fois on s'est aperçu que mais comment? Mais je peux être le co-écrivain, le co-auteur de la Constitution, et en me rendant compte, en réfléchissant la puissance que ça a, mais je vais continuer, je vais dire, mais attends, mais il y a d'autres choses dont je peux m'occuper? Ben oui, alors les médias, et puis la monnaie, je peux réfléchir aux conditions de création de la monnaie, conditions de répartition de la monnaie, conditions d'accumulation, c'est absolument passionnant et absolument décisif, le travail sur la monnaie, il va falloir qu'on le mène, et c'est ensuite, ça se fait progressivement, on ne va pas tout faire en même temps. Pour l'instant, il rentre
dans la peau d'un citoyen par la première marche, qui est la plus simple, hein, c'est souvent celle qu'on utilise dans les ateliers constituants. On commence par le RIC parce que c'est simple à comprendre et c'est extrêmement important, ça marche, c'est puissant comme outil. Et donc, mais c'est une première marche, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Idéalement, si nous étions aidés par le gouvernement qui a les moyens de faire ça, ben, il nous aiderait à discuter entre nous pour faire des ateliers constituants sur le RIC et sur le reste, ceux qui nous chantent, et nous aider à mettre en commun avec un site national qui soit vanté sur les antennes de télé pour que tout le monde soit au courant, pour que le cerveau collectif soit le plus grand possible. Mais le gouvernement ne fera bien sûr pas ça, puisque le gouvernement ne redoute rien tant que le fait que nous ayons l'idée de nous émanciper nous-mêmes. Alors, je veux dire, donc le gouvernement et les élus ne nous aideront pas. Mais par contre, mais oui, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin du gouvernement pour s'émanciper, évidemment. Un adolescent qui a obéi toute sa vie, il ne va pas demander l'autorisation à ses parents pour s'émanciper et dire maintenant c'est moi qui décide. Je ne vous écoute plus. Je vous écoute de façon indicative, les parents. Mais maintenant j'en fais qu'à ma tête. Et il ne demande pas la permission. Un citoyen ne demande pas la permission aux élus pour s'émanciper et devenir constituant. Qu'est-ce que tu... Alors donc il y a les outils internet qu'on peut utiliser sûrement il y en a déjà, il y a un site qui s'appelle j'écrislaconstitution.fr, oui. sans accent, sans apostrophe, sans espace. J'écrislaconstitution.fr, où Tristan, un jeune homme remarquable, a écrit. Ça existe, hein, c'est un lieu, c'est une plateforme sur laquelle on peut créer. Donc un atelier, c'est une espèce d'endroit où on invite des gens. On peut inviter 8 personnes pour un atelier maximum, et puis autant de spectateurs qu'on veut, avec un chat pour les spectateurs, un chat pour l'atelier pour les constituants. On peut inviter, alors celui qui crée un atelier, il a une idée de formulation, de rédaction, ou une idée de principe à formuler, mais il n'a pas encore de rédaction, et puis il pose sa question, il invite quelques personnes, ou quelques personnes le rejoignent dans cet atelier qui est public ou privé, enfin ils peuvent décider. Tout ça, on a réfléchi avec Tristan à ce cahier des charges, et il a passé presque un an à programmer ce truc-là, avec le cahier des charges qu'on a fixé ensemble. Ça marche très bien, ça nous permet de travailler à distance sans être obligé de se déplacer. Et sûrement, il va falloir que les Gilets jaunes réfléchissent non seulement à l'institution du référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire avec quels mots ils veulent cet outil-là, mais il faudra qu'ils réfléchissent à leur représentation. Je répète, comment je désigne les acteurs, élection, tirage au sort, à réfléchir. Quel mandat? Est-ce que c'est les représentants qui écrivent, qui prennent les décisions pour nous, ou est-ce qu'ils préparent simplement les décisions? Parce que ça fait gagner du temps, ils vont le faire au calme, mais leurs propositions ne deviendront des décisions que quand nous les aurons votées. C'est comme à Athènes, hein, ça, une démocratie qui a marché 200 ans. Comment on les contrôle et comment on les punit? Les Gilets jaunes devraient faire ça, et prendre un paperboard dans leur salle, une salle un peu au calme du péage, et écrire les règles, comment on désigne les acteurs, comment on désigne ceux parmi nous sur le péage qui vont nous représenter. Est-ce qu'on les élit? Est-ce qu'on les tire au sort? Quel mandat on leur donne? Est-ce que c'est des maîtres ou est-ce que c'est des serviteurs? Comment on les contrôle? Et comment on les révoque si on n'est pas content? Et après ça, ils vont avoir donc des représentants sous surveillance. Et donc là, ça devient beaucoup moins dangereux. Si tu as un représentant, c'est dangereux quand c'est lui qui écrit les règles de la représentation. Mais quand c'est les représentés qui écrivent les règles de la représentation, ça devient beaucoup plus vertueux parce que c'est sous contrôle. Une fois qu'ils auront ça, eh ben, ils vont se coordonner. D'un seul coup, il y a moins de représentants, ils vont s'organiser en assemblée. L'assemblée des représentants des Gilets jaunes, et qui vont pouvoir, sous l'œil vigilant de leur mandataire, de leur mandant, pardon, sous l'œil vigilant de leur mandant, les mandataires vont, en assemblée, tomber d'accord sur peut-être la formulation du RIC et ce dont ils ont besoin dans leur prise de décision collective. Est-ce que selon toi, il faut faire ça avant de réclamer quoi que ce soit à l'exécutif? Ou est-ce qu'il faut d'abord réclamer Oui. Enfin, moi, je suis mal placé
parce que je ne suis pas dans l'état de détresse fiscale, sociale, financière. Parce qu'il y en a qui ont le couteau sous la gorge. Mais oui, il y en a qui crèvent de faim. Quand tu vas parler avec eux, mais c'est poignant, c'est désespérant. Ces gens-là ont beaucoup de mal à vivre. Et donc, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas urgent. Il y a une urgence. Donc, je serais bien mal placé de dire occupez-vous uniquement de constituer et puis n'allez rien réclamer. Non, s'ils veulent, évidemment, s'ils veulent tempêter pour avoir tout de suite quelque chose qui lâche du lest, ils sont bien légitimes à le faire. Il y a une convergence des luttes, il y a une complémentarité des tactiques de résistance à l'oppression entre la violence et la non-violence. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les humains ont toujours utilisé les deux. Il y en a qui ne peuvent pas se retenir, qui sont violents, et qui sont sûrement nécessaires, parce que le pouvoir ne plie pas s'il n'y a aucune violence en face. Le pouvoir continue à abuser s'il n'y a pas une limite. Mais il ne faut pas que tout le mouvement soit violent, sinon c'est insupportable pour la société, et toutes les forces de l'ordre seront mises en branle pour anéantir le mouvement, avec l'assentiment de l'opinion, parce qu'il ne faut pas que le chaos violent l'emporte. Donc il faut que ce soit une dose raisonnable de violence, qui soit proportionnée à la violence qui est faite à ces gens. Il y en a qui appellent à ce que le mouvement évolue vers ce qu'a été les nuits debout. Mais c'était idiot que ce soit la nuit. Hein. Enfin, pourquoi les nuits enfin, à mon avis, le vice, un vice de construction, quoi, hein, de nuit debout, c'est que ça ait lieu. Putain, les gens, ils travaillent le jour, alors qu'est-ce qu'ils font la nuit? La nuit, il faut qu'ils dorment. Donc c'est réservé à ceux qui ne travaillent pas? Non, il y avait un relais quand même entre le jour et la nuit. Ouais, mais enfin bon, nuit debout, enfin ça. Est-ce que c'était pas cette tentative peut-être moins urgente, puisque, on va dire, organisée par des gens qui étaient peut-être moins dans le besoin, c'était beaucoup plus centralisé à Paris, sur cette tentative de construire. Et puis je vais te dire, il y a une des faiblesses de Nuit debout gravissime, hein, c'est que les leaders, les animateurs, en étaient souvent des gens qui étaient de ce qu'on appelle la gauche radicale, mais de cette gauche qui est... Moi, je suis de la gauche radicale, mais il y a une certaine gauche radicale qui est totalement sectaire, c'est-à-dire qui tient à l'écart tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Et donc le mouvement, ça va être un mouvement de gauche, quoi. C'est un mouvement de gauche radicale avec... mais il n'y a pas tout le monde, quoi. Il n'y a pas tout le monde... c'est foutu, quoi. C'est qu'une toute petite partie de la population, ça mobilise personne. Ce qui est très nouveau dans les Gilets jaunes, c'est que c'est complètement open et ils ne veulent pas de la police de la pensée, ils veulent tout le monde. Les électeurs de Le Pen, ils y sont, les électeurs de Le Pen. Ils ne sont pas chassés. Mais ça change tout, ça. Hein. Là, tu vas avoir... en 2005, je rappelle qu'en 2005, quand nous avons gagné, je dis nous, et je dis nous, je pense à tout le monde, là, je ne suis pas un escroc, hein, je ne dis pas nous, la gauche. Quand nous avons gagné, c'est-à-dire tout le monde, c'est parce qu'il y avait les gens de gauche et de droite. Hein. Les gens de gauche, ils n'auraient pas gagné le référendum de 2005. Il a fallu qu'il y ait des gens, Le Pen, des Le Penistes, qui se mettent avec nous pour que nous gagnions en 2005. Et ce sera pareil contre le capitalisme. On ne gagnera pas contre le capitalisme s'il n'y a que les gens de gauche. C'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. Et donc cette espèce de haine incoercible, cette haine viscérale et non négociable qu'il y a entre les électeurs des différents partis extrêmes, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont extrêmes ni les uns ni les autres, je trouve, hein, mais cette haine incoercible, elle nous coupe en deux, elle coupe le peuple en deux, c'est-à-dire qu'elle nous... c'est pas qu'elle nous affaiblit, c'est qu'elle nous... paralyse. On est sûr de perdre avec ça. Alors que ce que font les Gilets jaunes, c'est... on n'a pas de parti, on n'a pas de syndicat, on est des humains qui en chient, à gauche, à droite, on s'en fout, et on se bagarre pour sortir de la mouise. C'est beaucoup plus puissant comme idée que celle de Nuit debout. Nuit debout, c'était de gauche. Et de gauche, avec une police de la pensée, les antifas, là, ils chassaient... Je ne pouvais pas entrer, moi, dans les Nuits debout. Ouais. Et je ne suis pas le seul, hein, je peux dire. Il y avait une police de la pensée qui rendait le mouvement mort-né, incapable de gagner quelque bataille que ce soit. Est-ce que c'est à cause des croyances de chacun ? Oui, sûrement. Parce que c'est des malentendus, en fait. Parce que, enfin, c'est quand même étonnant. Les gens de la gauche radicale, parmi lesquels j'ai plein de copains, évidemment, hein, et qui me reprochent ce que je dis là. Parce que je suis comme un traître quand je dis qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Tout le monde, y compris les gens du Front National.
Mais je suis vécu comme un traître pour ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont ultra sectaires parce qu'ils croient qu'ils vont gagner tout seuls. Et à mon avis, c'est une illusion complète, ce découpage entre l'extrême gauche, entre guillemets, et l'extrême droite, entre guillemets, est mortifère pour les intérêts du peuple. Pourquoi, selon toi, on pourrait gagner tous ensemble? Et parce qu'on est plus fort. On est beaucoup plus fort, quoi. Hein. Tu mets ensemble les gens de gauche et de droite, mais il n'y a rien qui résiste. Pourtant, il n'y a rien qui résiste, rien. On nous fait croire les riches sont très peu nombreux. Oui, on nous fait croire. Ben voilà, c'est ça, oui. On nous fait croire qu'on est divisé. Mais c'est une illusion que sont en train de faire sauter les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, t'as pas de drapeau politique. Hein. Qu'est-ce qui nous réunit, donc, finalement, tous Qu'est-ce qu'on a en commun? Oh, ben c'est un besoin de paix et de prospérité. À quand une déclaration des besoins de l'homme et du citoyen, alors, finalement, pour nous réunir autour d'un... Ben, peut-être ça pourrait être un des chantiers des Gilets jaunes et des autres qui les suivent, ça pourrait être effectivement une espèce de nouvelle déclaration des droits de l'homme, mais qui soit adaptée à notre temps, où la propriété jouerait un rôle moins catastrophique. Parce que ce qui est catastrophique dans la déclaration des droits de l'homme, c'est d'avoir mis la propriété comme un droit inviolable et sacré. Ça a permis toutes les accumulations, et toutes les privations, les injustices et tous les crimes, toutes les guerres les plus... Enfin, il faut que nous apprenions à limiter la propriété. Comme sur le chemin de Proudhon, quoi. Hein. Proudhon, au début, Proudhon, c'est très connu, disait la propriété c'est le vol. Et puis en grandissant, c'est vraiment un intellectuel passionnant, hein, Proudhon. C'est ce qu'il a beaucoup écrit, et c'est vraiment un intellectuel du peuple. Hein. Et vraiment plein d'idées magnifiques. Et Proudhon, après avoir dit la propriété c'est le vol, c'est-à-dire avoir vraiment dénoncé la propriété en général, il est revenu là-dessus parce qu'il a senti qu'il y avait chez les humains un besoin de protection contre l'éviction. J'ai besoin d'une maison, besoin de sécurité, une maison dont je sois sûr de ne pas être chassé. Et on a tous besoin de ça, comme les animaux ont besoin d'une tanière, quoi. Et prenant conscience de ça, Proudhon a redéfini sa pensée, enfin a précisé sa pensée en acceptant l'idée de possession et en condamnant l'accumulation de la propriété de choses qu'on n'utilise pas. Donc on peut faire la distinction. On pourrait faire la distinction entre la propriété des objets que nous utilisons et la propriété lucrative, dirait Bernard Friot. Bernard Friot, c'est un type formidable. C'est peut-être l'intellectuel le plus utile pour nous tous aujourd'hui, l'intellectuel vivant. Bernard Friot, c'est vraiment une pensée lumineuse et puissante et extrêmement utile. Et donc lui, il distingue la propriété d'usage et la propriété lucrative. Il dit que la propriété d'usage devrait être généralisée, nous devrions tous avoir une propriété d'usage, un bout de terre, une maison, et la propriété lucrative, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des choses qu'on n'utilise pas, mais qu'on donne en location pour avoir un revenu, la propriété lucrative, elle devrait être interdite. Pas interdite pour tel ou tel, interdite pour tout le monde. Voilà. Vous pouvez être propriétaire de ce que vous utilisez, et pas plus. Comme ça permet à tout le monde d'être propriétaire un peu. Et c'est vraiment, ça se défend, quoi. Hein, mais c'est une question constituante. C'est pas une question législative. Il y a quelque chose dans une assemblée constituante. Et à mon avis, qui intégrerait tous ceux qui veulent y intégrer. Enfin, il faut pas élire l'assemblée constituante, il faut que tout le monde y participe. Tous ceux qui veulent, dans chaque commune, dans chaque quartier. Beaucoup de gens te réclament, comme le... Oui, mais il faut pas... Qu'est-ce que tu leur réponds et à quoi ça correspond qu'est-ce que ça révèle? Bon, ça révèle un besoin de représentation, avec une espèce de complexe d'infériorité associé et ou à une certaine paresse, associé à et ou à une espèce de complexe d'infériorité en se disant j'y arriverai jamais. Et puis une espèce d'admiration pour un gars ou une fille qu'on trouve, qu'on part de toutes les vertus en oubliant qu'ils ont sûrement des défauts. Et puis que c'est très fragile une personne. C'est très facile pour les pouvoirs de corrompre
Bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont incorruptibles en argent, mais de les corrompre en les intimidant, en leur faisant peur, en menaçant leur famille, en menaçant... c'est que là, les gens, ils ne vont plus nous représenter comme il faut s'ils commencent à avoir peur de quelque chose. Donc c'est facile de les intimider. Et puis ils les tuent même, hein, les riches, ils tuent nos meneurs, les meneurs du peuple, qui sont capables vraiment d'émanciper les peuples. Quand les riches n'arrivent pas à les corrompre, ben, ils les tuent. Hein. Enfin, c'est comme ça dans l'histoire des hommes, c'est depuis toujours. Hein.